Ce cours dédié pour un mariage rapide pour David Ben Aaron, Bezrat Hashem. Hier, nous étions à l'enterrement du grand de la génération, Abraham Kanievski, Shmariaou Yosef Chaim, son vrai nom, Shmariaou Yosef Chaim, au nom de ses deux grands-pères. La grande génération, et c'est clair que c'est une perte terrible pour Am Israël, comme il y a des affiches dans la rue, nous sommes des orphelins. C'est vraiment comme un père pour tout Am Israël. Et c'est certain qui protégeait par son mérite Am Israël, et que maintenant on est Hashem Yazor, que Dieu ait pitié de nous, j'espère que là-haut, je suis convaincu qu'il est parti là-haut pour prier pour nous, et que par son mérite, c'est marqué que la mort des Sadikim, elle est mechaperet, elle expie les péchés. Ce qui nous désengage pas de l'obligation de faire tchouva. On va parler un peu du Rav. Bon, un homme kadosh, 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 c'est clair, qui vient d'un père kadosh, 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 le Stipler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, grande génération aussi, avec Ruach HaKodesh, un mot qui disait, ça se réalisait, phénoménal, qui s'est marié avec la sœur du Chazonish. Chazonish, un ange aussi. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, de deux familles pareilles, il faut savoir que c'est rare. C'est très rare qu'il y ait un grand de Torah, qu'il y ait un fils soit grand de Torah. Ça arrive presque jamais. Les deux seuls cas que je vois maintenant, c'est ici, le Stipler qui a eu comme fils Abraham, donc le Rav Kanievski, qui est décédé vendredi, et Baba Saleh, qui est comme fils Baba Meir, qui connaissait toute la Torah aussi. Je ne connais pas d'autres cas. Peut-être qu'il y en a eu. En tout cas, j'en connais pas là, présentement. Et donc, il est dans cette maison de sainteté extraordinaire. La première fois, il a fini le chasse, tout le Talmud, à l'âge de 15 ans. Deuxième fois, 19 ans. Puis après, il finissait chaque année. Donc, si on étudie 7 pages de Talmud par jour, on finit. Maintenant, il ne finissait pas que cela. Il finissait toute la Torah. Il y a un livre qui est sorti quelques années, dont je recommande la lecture. Je n'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques-uns. C'est très bon. C'est à la fois encourageant, à la fois décourageant. Ça s'appelle les Rovot, les dettes. D'accord, les dettes qu'il avait. Il avait un programme d'études de Torah quotidien phénoménal. Donc chaque année, il finissait toute la Torah. Le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, Shulchan Aruch, le Midrashim, phénoménal. Et un jour, un homme a vu le voir, lui dit, j'ai des dettes terribles. Il dit, moi aussi. Bon, un parlait de dollars, lui, il parlait des dettes qu'il avait Et quand sa femme est décédée, alors pendant une semaine, on ne peut pas étudier. On ne peut pas étudier la Torah quand on est à Vel, quand on est en deuil. Alors il dit, comment je vais faire avec les dettes? D'accord, 7 jours de retard, c'est pour arriver à temps. Et donc non seulement il avait cette étude quotidienne, et quelqu'un qui est asservi à cette étude, il n'a pas le temps de faire autre chose. Ben, lui, il avait encore du temps. Il a écrit des livres sur des sujets que personne ne touche. Et il a écrit un livre gros comme ça. Je ne sais même pas s'il y en a des gens qui le lisent, d'accord? Tellement, c'est le sujet sur les lois de Kiddush HaChodesh, les lois, l'astronomie. Tu peux voir le Rambam Maïmonide, il parle là-bas. Rien que les croquis que tu vois là-bas de trucs astronomiques, déjà, ça te fait mal à la tête, d'accord? Lui, il a fait un bouquin entier là-dessus. Il a fait un livre sur les sauterelles cachères, pas cachères. Il a fait des livres, il y a des petites macertotes à la fin du chasse que personne ne regarde jamais. Il a fait des commentaires là-dessus. Il a fait, j'avais un petit livre comme ça, toutes les combines pour avoir une bonne mémoire, tout ce qui enlève la mémoire de Torah. D'ailleurs, il priait 3 fois par jour qu'il se souvienne de rien, sauf de Torah. Quand tu n'as pas une mémoire infinie. Donc, quand tu mets quelque chose dans ta tête, ça va passer quelque chose d'autre. D'accord? Alors, si maintenant il doit se rappeler d'un numéro de téléphone, comme Rav Yosef aussi, Rav Yosef, son fils, le Rav David Yosef, venait étudier avec lui le soir. Puis des fois, le Rav Ovadia ne pouvait pas, etc. Alors, il devait l'appeler. Alors, toujours, il appelait sa mère, sa femme, la mère de Rav David, pour demander le numéro de téléphone de son fils. À la fin, ils se sont dit, c'est dommage, apprends-le par cœur, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était même pas 7 numéros, c'est 6 numéros. Alors ils l'ont dit, ok c'est bon, j'ai appris par cœur. Le lendemain soir, de nouveau il devait appeler, il a complètement oublié. D'accord? Il y a des gens qui ont une mémoire sélective, il n'y a que la Torah qui rentre. C'était le cas avec le Rav. Et les sages Israël ont dit que une personne prie pour que la Torah rentre dans son ventre, rentre en lui, en plus que cela qui prie que la nourriture ne rentre pas dans son ventre. D'accord? Quelqu'un qui pense maintenant qu'est-ce qu'il va manger, il mange avec appétit, il va s'investir dans Olam Hazeh, dans ce monde-ci, et forcément, ça passe la spiritualité. Comme dit que le Rambam,
dans son introduction au Mishnayot, la construction de la matérialité, c'est la destruction de la spiritualité. Et la construction de la spiritualité, c'est la destruction de la matérialité. Donc on ne peut pas avoir les deux. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. D'accord? Et le Rav voulait que spiritualité. À un point tel qu'il mangeait. Alors, quand on finit de manger, c'est pas compliqué. Il y a 4 brachot qui sont possibles. Non, il y a peut-être 3, 4, 5 brachot. Birkat Amazon, Boran Nefashot, une des 3 à la Myria, à la Geffen, à la Hetz. Ok, qui ne sait pas ça? Chaque petit enfant de 7-8 ans le sait. Lui finissait de manger, chaque fois il demandait à sa femme, qu'est-ce que je dois faire comme bracha? Il n'a pas étudié quel brachot on doit faire, il a écrit sur toute la Torah, il connaît toute la Torah par cœur. Et il ne savait pas ce qu'il a mangé. Il a oublié. Nous aussi on oublie, mais quand même si on prend quelques bonnes heures, qu'est-ce que j'ai mangé lundi à midi? Je ne sais plus, d'accord? Mais le dernier repas, parce que je viens de manger, je me souviens tout à fait. Lui avait complètement oublié. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de place dans son esprit pour manger. Et on m'a raconté dernièrement, mon gendre, une fois il était Shabbat à Bnei Brak, alors il est passé prendre une bracha du Rav, c'était près Mincha, Mincha Gdola, Mincha To, et juste après il faisait Soudash Shishit. Alors tous les gens passent, au bout d'un moment le Rav il est pressé, il a amené déjà les salades, d'accord? Et alors il prend dans son plat une salade, 2 salades, 3 salades, 4 salades. Après la cuillère il prend comme ça, il mélange toutes les salades ensemble. Il se met à manger. Pourquoi il fait ça? Lui aussi au niveau où il est, il ne veut pas profiter, même à Shabbat, d'accord? Même à Shabbat. On mange, il faut manger. Ok, on a une vache en nous, d'accord, il faut la nourrir, on la nourrit. Mais commencer à goûter les bonnes choses, etc., c'est permis Shabbat, permis. Lui ne voulait même pas. Pour le solution avec Shabbat, c'est cela, à étudier une bonne Sugiya, une bonne Gemara. De même, on m'a raconté qu'un homme, un Talmid Chacham, a écrit un livre, et ce livre, il a écrit l'adresse où il habitait, Rov Marshall, à Bnei Brak. Maintenant, le Rav Chaim Kanievski, dans sa jeunesse, jusqu'à quelques années, il a étudié des dizaines d'années dans le Kollel Chazon Ish. D'accord? Kollel, le fameux Kollel qui est à Bnei Brak, au nom du Chazon Ish, qui était son oncle. Et ce Kollel se trouve Rehov Marshall, dans la rue Marshall. Et quand le Rav voit le livre que le type il a écrit, il voit là-bas que celui qui veut peut obtenir ce livre, Rehov Marshall, numéro 7. Je dis comme ça, un numéro, d'accord? Il me dit, c'est où Rehov Marshall? Il a commencé à Bnei Brak, mais où? Je veux dire, des dizaines d'années, tu étudié à un endroit, d'accord? Qui va à un endroit, il ne connaît pas le nom de la rue où il habite. Le Rav, il ne sait pas. Hors de ce monde. Autre grand amour de ce monde, le sommeil. Le Rav ne dormait pas. La nuit, il ne dormait pas. Il dormait quand? Il a dit, le Chazon Ish partait à des brites. Chaque fois qu'on invitait à une brite, il a une brite mila. Alors je comprends que c'est important, moi aussi. Et chaque jour, à midi, il partait à une nouvelle brite. Et il y avait un conducteur qui le prenait. Une fois à Latania, une fois à Jérusalem, une fois à Ashdod, une fois par-ci, une fois par-là, d'accord? Là, dans la voiture, il venait, il dormait. Assis, habillé, pas de pyjama, pas de matelas, pas rien. Dans la voiture. Il arrivait, je me souviens, on lui a amené de l'eau, il faisait une classe de dime dans la voiture comme ça, on faisait la brite, après retour de nouveau, il dormait, et c'était ça son sommeil. Quotidien. La rencontre avec sa femme, il voit quand sa femme, quelqu'un de marié, il doit parler avec sa femme. Alors nous tous, c'est quand tu reviens du travail ou du collège le soir, tu discutes un peu avec ta femme. C'est les moments le soir comme ça, un peu de détente. Lui, pas question, il étudie la Torah. Il voyait quand sa femme, quand il finissait sa journée, c'est quand? Au petit matin. Avant de partir à Shachrit, il buvait le café avec sa femme, 4-5 heures du matin, d'accord? C'est le moment où, à la maison Kanievski, il y avait la rencontre entre monsieur et madame, et le Rav, bien qu'il était complètement Torah, il était très sympathique, hein, il était blagueur un peu comme ça. Je me souviens une fois, j'avais été prendre une bracha, on faisait un dîner de gala. En hébreu, ça s'appelle dinner. De l'anglais, un dinner. Alors son petit-fils rentre, lui dit, voilà, Kodara, Bracha ici, ils font un dinner, ils veulent une bracha. Alors il dit, comme Bet Shammai. Son petit-fils ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit comme Bet Shammai. Il dit, ouais, Rav Shaya, ils font un dinner la semaine prochaine, ils aimeraient une bracha. Alors il dit que le mot comme Bet Shammai. Et avec un grand sourire comme ça. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il veut dire comme Bet Shammai. Un type derrière a dit, comme Bet Shammai, c'est la première Mishnah de Kiddushin qui dit que l'acquisition d'une femme, ça va faire avec une pièce de 1 dinar, un denier en français, un dinar en hébreu. Mais dans l'accent ashkénaze, c'est un diner, d'accord? Alors un diner, ouais, il est comme Bet Shammai. Lui, tout est Torah. Donc, diner, il a entendu, truc, Torah, il lance comme ça, comme... Il était très gentil, il aimait tout le monde, il était blagueur comme ça. Et faites attention à son... D'un côté, très, très rigoureux avec lui-même, à fond, pas une seconde de Torah, comme on a entendu hier dans les spèdes et dans les oraisons funèbres, que... quand on demandait une bracha, alors un temps on disait bracha vatzlacha, ça veut dire bénédiction et réussite. Après il a commencé à dire cela en abréviation. Boua,
première lettre du mot bracha, vehatzlacha, c'est oua, boua. D'accord? Comme ça, il gagne combien? Il gagne, allez, une demi-seconde de temps. Et le Rav a dit que vraisemblablement, il a pris ça du traité brachot, là-bas il y a une marloquette. Si on fait une bracha en public, est-ce qu'un fait pour tous ou bien chacun l'a fait? Et il y en avait qui dit que chacun l'a fait. Pourquoi? Comme ça, on gagne le temps de dire le mot Amen. Si un fait pour tout le monde, il faut répondre Amen. Amen, tu as perdu maintenant le temps de dire Amen d'étude de Torah. C'est dommage. Si on doit faire 100 Amen par journée, t'imagines combien de temps de Torah on perd? Au moins 2 minutes. 2 minutes multipliées par toute la vie par jour, c'est énorme. Bitul Torah, Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère, Avodazara, mais pas Bitul Torah. Donc le Rav disait Boua. Il a écrit quelque part, au lieu de son père, que chez eux, dans la famille, toutes les kabbalotes, tout quand on prend sur soi quelque chose, quelqu'un il va prendre maintenant de l'estaka, quelqu'un va prendre sur lui de jeûner, quelqu'un va prendre sur lui. Chez eux, c'est que prendre des choses en Torah. De plus de Torah, une macérette en plus, des macérettes en plus, quelque chose en plus. Toutes les kabbalotes, toutes les prises sur eux de choses supplémentaires, c'était toujours en Torah. Une fois, Aryeh Deri devait le voir d'urgence. Il était ministre de l'Intérieur, enfin il était dans la politique, tout ça. Bon, il avait les entrées chez Reb Chaim, c'est clair. Et il appelle son petit-fils, il dit, il n'est pas là. Je dois le voir d'urgence, il n'est pas là. Alors il est où? Il ne voulait pas dire. À la fin, il dit, ok, bon, je te dis pour toi, mais tu dis à personne. De temps en temps, les médecins lui avaient dit qu'il devait respirer un peu d'air de la mer. Et il y a du iode comme ça. Alors il partait à Reading. Reading, c'est tout au nord de Tel Aviv, là-bas il y a une grande cheminée, il y a un parc sympathique au bord de la mer. Tu dis à personne, il est là-bas avec son fils. Bon, alors il prend la voiture, tant qu'il arrive là-bas, il voit sur un banc le fils et Reb Chaim avec la Gemara en train d'étudier. Il vient à côté, le Rav ne voit rien. Il étudie. Et il tourne une page, à ce moment-là, il a levé un peu les yeux, tac, il a vu Aryeh Deri. Ah, alors il lui a parlé. Et comme ça, quand nous on est chez lui aussi, des fois on attend, comme ça, le Rav étudiait comme ça, et étudiait. Et puis, d'habitude, quand il tourne la page, il levait un peu les yeux, à ce moment, le petit-fils était à côté, il était à l'affût, d'accord? Quand il remet, il arrête de dire, tac, moi c'est ici, le Rav Shalik qui a terminé. Alors là, il répondait. Alors c'était connu, il répondait, même aux questions de halakha, il y a des réponses qu'il a faites. Tu poses une question grande comme ça, réponse oui, non, peut-être, d'accord? Il était très 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 court dans tout. J'avais pris quelqu'un ici en stop dans le quartier et il m'a dit qu'ils ont envoyé, à l'époque, le Rav répondait, des centaines, des milliers de gens lui envoyaient des questions. Alors il y avait des petites cartes postales comme ça, sans photo de l'autre côté, des petites cartes comme ça, et il répondait aux questions et il renvoyait. Alors au collège, ils ont se posé la question, est-ce qu'on peut écrire les deux lettres Yud Yud? Dans tous les Sidurim, les livres de prière Ashkenaz, le nom de Dieu, il écrit Yud Yud. Est-ce qu'on peut écrire ou c'est un nom de Dieu? Alors Rav, comment il a répondu? Oui, on peut écrire, il a écrit Chaim, c'est son nom. Il y a 2 fois Yud dedans, comme ça on peut comprendre qu'on peut écrire et qu'il n'y a aucun problème. Donc il était très très... Évidemment, messieurs, quand quelqu'un fait la Torah jour et nuit comme ça, et il n'a aucun plaisir de ce monde, le kavod, on parlait hier en raison finale, il ne sait pas ce qu'est le kavod. Qui parle de kavod? Qu'est-ce qu'on s'en fout du kavod? Mais qu'est-ce que c'est ces bêtises? Le Ramchal, il écrit dans son Mishat Yesharim, le plus grand des plaisirs de l'homme au-dessus de tout, qui presse l'homme au maximum, c'est le kavod. À cause de ça, il fait de l'argent, à cause de ça, il fait des études, à cause de ça, il s'appelle des bagnoles, tout ça pour... Qu'est-ce qu'on va dire sur moi, d'accord? Pauvre type. Reb Chaim, rien de tout cela. Il habitait dans une maison, mais c'est une mansarde, je crois qu'ils étaient, je ne sais pas combien, dans 2 pièces, 8, 9 enfants, je ne sais pas. Une fois, un riche d'Amérique est venu lui dire, allez, je vous offre un grand appartement. Il a accepté, ça ne merde jamais de la vie, tu refuses. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Avrekim à Bnei Brak qui étudient dans des conditions difficiles de vie en se disant, le grand de la génération Reb Chaim, quand on va chez lui, on voit comment il vit. Alors moi, j'accepte de vivre comme ça. Il faut voir le grand de la génération qui commence, il aura maintenant tout le luxe, alors c'est comme ça, je sors travailler, terminé, et qu'est-ce qu'il y aura avec la Torah? Donc il n'avait rien à faire d'ailleurs, lui, d'étudier comme ça, tranquille. À la fin de sa vie, ils ont mis chez lui l'air conditionné. Vous ne connaissez pas Bnei Brak. L'enfer Bnei Brak, c'est à peu près la même chose, en été, d'accord? La chaleur, c'est intolérable. C'est une chaleur lourde, humide, et c'est pas bord de mer avec un bon vent, d'accord? Terrible. C'est impossible de vivre à Bnei Brak sans air conditionné. Et le Rav n'a pas voulu l'air conditionné. Pour dire comme ça, les Avrekim sauront, on peut vivre comme ça sans cela, etc. À la fin, on lui a mis l'air conditionné, il a dit, je me demande si je ne devrais pas donner des comptes à Hachem, qu'à cause que j'ai refusé l'air conditionné, j'ai quand même moins étudié. Dans la chaleur torride, c'est un être humain, d'accord? En plus, il n'était pas il était un peu fort comme ça, donc ça donne encore plus de chaleur. Et c'est dur d'étudier quand on a avec une chaleur torride.
Alors il a dit, je ne sais pas si je n'aurais pas à rendre des comptes là-dessus que j'ai refusé l'air conditionné pendant toute ma vie, et peut-être à cause de ça j'ai un peu moins bien étudié. Tov, alors il est évident que quelqu'un qui étudie jour et nuit comme ça, et qui pour lui les choses de ce monde-là n'ont aucune valeur, alors il arrive à des degrés extraordinaires. D'abord il connaît toute la Torah, après le ministre de la Torah, d'accord. Déjà, quand il était jeune, le Chazon Ish a dit sur lui, Maré de Chol Talmuda, le maître de tout le Talmud, sur un petit jeune homme. Mais il connaissait tout. Et bien sûr, la sainteté, il voyait tout. Un mot de sa part, un des rabbins que nous avons ici à l'Eshiva, pendant 9 ans, il n'avait pas d'enfant. Les médecins lui ont dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Si tu as des enfants, des poils vont nous pousser sur la paume de la main. C'est impossible. Et il m'a raconté qu'après 9 ans, il est allé voir Reb Chaim Kanievsky à Purim. Et il m'a demandé une bracha pour avoir des enfants. Alors, il lui a dit, tu fais pousser la barbe? Il dit, j'accepte. À l'époque, il ne faisait pas pousser la barbe, le Rav. Il dit, pas demain, aujourd'hui, j'accepte. Vas-y, c'est bon. Sa femme tombée enceinte, il a eu 5 enfants. Dont une partie sans tipoulim, sans traitement. D'accord? Complètement miraculeux. On va me raconter une histoire maintenant. Qu'un avrech est venu le voir et il n'avait pas d'argent. Maintenant, il y a beaucoup de filles dans le monde à Bnei Brak. Pour moi, une fille, il faut amener un appartement, un demi-appartement. Enfin, il faut amener beaucoup d'argent. Un avrech, il n'a pas d'argent. En passant, le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanievsky, ils ont dit c'est le miracle extraordinaire, le plus grand qu'on peut voir en Israël. Comment tu as un monde entier d'avrechim, de gens qui étudient sans argent et marient leurs enfants, ils achètent des appartements, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mon voisin, qui était très proche de ce rabbanim-là, un jour, un ami à lui, lui a dit, je connais un type, c'est un type génial, un grand génie, il a un projet comme ça, on peut faire une combine comme ça pour que tout le problème des appartements soit réglé. Alors, mon voisin est allé voir les deux grands de la génération, et les deux ont répondu à la même réponse, sans être en connivence. Ils ont dit, écoute, on vit un miracle qui fonctionne, pourquoi l'arrêter? Tu as commencé à mettre ton nez là-dedans, ça fonctionne, d'accord, c'est difficile, mais on voit qu'on se marie, on continue avec l'appartement, etc., etc. Alors, il était un tête allé voir le Rav Chaim, vous verrez comme un des miracles qui a lieu. Rav Chaim lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je dois marier ma fille, enfin bientôt, j'ai beaucoup de filles, je ne sais pas comment je vais les marier. Combien d'argent tu as? J'ai $30 000. $30 000, on ne peut même pas acheter une cuisine, d'accord? Il dit, c'est bon, tu auras un appartement pour $30 000. Bon, il sort de là-bas, il va prier au Shtiblach, l'endroit où tout le monde prie là-bas, près de la Tachana à Bnei Brak. Et il voit un vieux monsieur qui lui dit, écoute, on va me découvrir maintenant des problèmes dans les reins, je dois acheter une machine de dialyse. Ça coûte $30 000. Est-ce que tu connais quelqu'un? Moi, je suis prêt, j'ai un appartement. Si ce type-là, il accepte de m'acheter l'appareil de la dialyse, moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai aucun enfant. Il s'occupe de moi, vient me faire la dialyse quelques fois par semaine, et quand je meurs, mon appartement sera pour lui. Le type l'a accepté. $30 000, il a acheté l'appareil de dialyse. 2 ans plus tard, le type est décédé, et il a un appartement gratuit. Une parole de Reb Chaim. L'histoire que le Rav nous a raconté hier, qu'il a entendu du Rav Moshe Tzadka, qui lui-même l'a entendu de la personne elle-même. La personne elle-même, c'est un Rav qui a un yeshiva ou un kollel ici en Israël, et il devait partir en Amérique pour aller faire de l'argent. Alors il va voir Reb Chaim Kanievsky prend une bracha. Voilà. Demain, Kodarav, je pars en Amérique pour faire de l'argent pour ma yeshiva, j'aimerais une bracha. Le Rav lui dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à Tzfat? Tzfat, la ville ici au nord de Jérusalem, au nord d'Israël. Un bled, quoi, vraiment pas grand-chose là-bas. Alors le type, il a cru, comme très souvent, moi je racontais aussi d'autres gens, le Rav Benzion, d'autres qui avaient Ruach HaKodesh, et des fois il répondait à côté de la plaque, et les gens croyaient que le Rav déraillait. Le problème c'est que le Rav, il voit tout. Alors tu dis un truc, il donne un autre, et toi tu comprends rien de tout ce qui se passe. Mais le Rav, il voit très très bien. Alors il dit, non, je ne fais pas de ça, je vais demain en Amérique, America, d'accord? Je vais là-bas faire de l'argent pour aller chez moi, j'aimerais une bracha. Alors le Rav lui dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à Tzfat? Encore une troisième fois, et de nouveau le Rav lui dit la même chose. Alors le petit-fils, Yankee, d'accord, Yaakov, on appelle Yankee, d'accord, celui qui faisait entrer les gens chez le Rav, il a dit, écoute, mon père il a dit, va à Tzfat. Bon, le type, on lui dit ça, il prend le billet, il déchire, il va à Tzfat, il arrive là-bas, il connaît personne. Bon, que fait un Rosh Yeshiva quand il met un endroit? Il va à la prière, après il reste au Beth Midrash, il se met à étudier. Et il ne sait pas où dormir, alors il étudie toute la nuit là-bas au Beth Midrash. À 2h du matin, quelqu'un vient et lui dit, est-ce qu'il y a encore un minyan ici? Non, il n'y a pas de minyan. Bon, est-ce que ça te dérange si je prie ici? Non, ça ne me dérange pas. Il prie. Et après, il dit, écoute, ça te dérange que j'étudie un peu avec toi? Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier aujourd'hui. Ouais, et les deux s'assoient comme ça, ils étudient, 3-4 h du matin. Puis à la fin, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Moi, je vais partir en Amérique. Et j'ai besoin d'argent pour ma yeshiva. Et je suis allé à Rabbi Chaim Kanievsky, il m'a dit d'aller à Tzfat. Alors je suis venu, mais je ne sais pas ce que je fais ici.
combien d'argent tu as besoin pour ta yeshiva? Je lui dis, je sais pas, 50 000 $. Bon, le type sort, il fait un chèque, 50 000 $. Pendant la guerre du Golfe, la région là-bas, Ramat Gan, Tel Aviv, 39 Scuds tombent dans la région. Ça fait un boom. Je me souviens qu'une fois à Shabbat, il y a eu la sirène, prié au net, au milieu de Kriyat Torah, sirène. Je cours à la maison, et Shabbat, tout est silencieux, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. J'entends pac, pac, pac. C'est des bombes qui sautaient à Ramat Gan. D'accord, on a 60 km. Ici à Jérusalem, on entendait les bombes. Donc sur place, tu imagines que ça tremblait un bon coup. Au milieu de la nuit, du coup, boum, énorme. Bon. La femme du Rav dit à son mari, Chaim, il y a une bombe qui tombait dans Bnei Brak. Il dit non. Mais j'ai entendu, c'est tout près. À côté de Bnei Brak. À Ramat Gan, c'est la frontière, d'accord? À Bnei Brak, jamais de bombe tombera. Et comme ça fait. Les bombes tombaient autour, jamais dans Bnei Brak. Il y a même je peux dire un salaud, d'accord, qui est un journaliste super anti-religieux. À l'époque, il a écrit, comme on voit que dans tous les endroits où il y a des orthodoxes, il n'y a pas de missiles qui tombent, je propose qu'on mette des orthodoxes dans tous les endroits stratégiques du pays. Comme ça, ils seront un bouclier humain pour pas que les... Maintenant, il y a une vidéo qui est passée un peu partout à l'époque. On voit tout à coup la police qui arrive chez le Rav Chaim Kanievski, tous des grands généraux comme ça, la police, tout ça. Et il y a un qui dit, voilà, Kvodara, j'aimerais une bracha, il y a bientôt les élections, enfin, qui va être nommé le chef de la police ici à Tel Aviv, et j'aimerais une bracha pour devenir chef de la police. Le Rav le regarde, lui dit, on t'appelle Cohen? Non, je ne suis pas Cohen. C'est tout. Pas de bracha, rien du tout. Personne ne comprend la réaction du Rav. Quelques jours après, la police décide que ce sera M. Cohen qui sera le chef de la police. Un autre, un certain Cohen. Le Rav, il a vu, et comme ça, il lui a dit, je peux pas, c'est pas toi. Le Rav a écrit, comme j'ai dit auparavant, un livre intitulé Karnei Chagavim, les antennes des sauterelles. C'est un sujet d'Halakha, dans Choulin, aussi dans Shulchan Aruch, les sauterelles, c'est kasher. Mais pas n'importe quelle sauterelle, il y a 4 signes de kashrut. Il faut que les ailes soient plus longues que le corps, qu'ils aient 6 pieds, le museau, etc. Je ne me souviens plus des 4 signes, etc. Et d'avoir toutes sortes de sauterelles, savoir qui, quoi, comment. Et le Rav a écrit un livre entier sur cela. Il y avait une sauterelle inconnue au bataillon, personne ne la connaît, mais on en parle dans les livres, avec les signes comme ci, comme ça, comme ça. Et tout à coup, il regarde à la fenêtre, il voit une sauterelle tac qui se pose comme ça à la fenêtre du Rav. Il voit, c'est comme un sauterelle qu'il cherche. Il observe de tous les côtés, bien comme ça, il écrit, etc. Et la sauterelle part. Le Rav qui a raconté cela, c'était, je crois, il y a le Rav Gershon, il est allé voir le beau-père, le Rav Kanievski, s'est marié avec la fille du grand de la génération, Rav Eliashiv. D'accord? Donc il est allé voir le Rav Eliashiv, je lui ai dit, sache que ton gendre, il lui a arrivé cette histoire-là. Le Rav, il était extrêmement touché par cela. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui n'existe pas. On en parle, ils ont dit ça hier dans les oraisons funèbres, on en parle dans un Tosfot là-bas, qui avait dans de riz. Rabbi Yitzhak Hazaken, un des grands balais à Tosfot en France, au Moyen-Âge, il se posait des questions sur un volatile, le koren, je crois, comment il est caché, qui tout cas, il y a un koren qui est rentré comme ça dans le Beth Midrash. Rabbi Yaakov Tam, qui était aussi un des grands, est venu aussi voir cela. C'était miraculeux. Comment du ciel ils ont envoyé exactement le volatile, l'espèce qui était étudiée là-bas au Beth Midrash. Il dit, mais c'est du temps, c'était à 800 ans, avec des rabbins qui étaient des Riazaken, Rabbi Tam, c'est des gens, ici à notre génération. Phénoménal. Un jour, la fille du Rav Eliashiv vient avec son mari, Rav Chaim Kanievski, visiter son papa à Jérusalem. Elle dit à son papa, tu sais, papa, Chaim, il a Gilou Eliaou. Eliaou Navi se dévoile à lui. Et il dit, c'est vrai, le Rav lui dit, il répond à peine comme ça, voilà, pas extraordinaire, machin. Bon, donc, entre nous, pas besoin que la femme de Reb Chaim dévoile cela, tout le monde comprend qu'à nous, de cette carrure-là, il a Gilou Eliaou, que Eliaou Navi se dévoile à lui. Néanmoins, les femmes parlent et elle nous l'a dévoilé. À l'époque, il y avait le Ramatkal, le chef de l'armée, le chef d'état-major de l'armée israélienne, s'appelait Gabi Ashkenazi. Pour une fois, ce n'était pas un trop anti-religieux. Il a compris que Reb Chaim avait roi HaKodesh. Et ça arrivait des fois à Bnei Brak, que tout à coup, à Rashbam, tout à coup sur les maisons là-bas, sur les toits, où il y avait des gens hier qui se plaçaient. On voit tout à coup des gens avec des fusils à lunettes comme ça, qui se placent sur toute la rue. Et tu as 2-3 types qui arrivent, l'état-major qui arrive. Gabi Ashkenazi avec tous les grands généraux, tac, tac, ils vont chez Reb Chaim. Qu'est-ce qu'ils vont voir, Reb Chaim? Ils ont ouvert des grandes cartes de l'Iran. Et Reb Chaim, où est-ce qu'il y a des centrifugeuses? Il y a plus de 300 centrifugeuses atomiques, d'accord? Où est-ce qu'il y a vraiment des vraies et des fausses? Et normalement, il semblerait que Reb Chaim dit là, oui, là, non. Enfin, il y a Roi HaKodesh, donc ils ont profité de cela. Tout cela, messieurs, une seule chose, la sainteté et l'étude de Torah, jour et nuit.
Il est clair que nous sommes à des milliards d'années-lumière de son niveau, mais qu'on prenne un peu, pour nous, quelques milligrammes de cela. C'est marqué quand un grand de Torah part, alors les choses dans lesquelles il excellait restent dans le monde. Et on peut hériter un peu de cela. Alors qu'on hérite l'amour de la Torah, la tmada, la fréquence d'études, ne pas faire Bitul Torah, s'éloigner des profits de ce monde-là. Et vous comprenez comme moi que nous vivons des événements extrêmement grandioses. Il se peut qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale, peut-être la dernière guerre mondiale atomique, dans laquelle, d'après les écrits, 2/3 du monde doivent disparaître. Il est clair que le peuple d'Israël est en grand danger, parce que tout finit toujours avec Israël, c'est très clair. Il est clair que si l'Arabe est parti comme ça, c'est certainement pour faire une kapara, une expiation des péchés du peuple d'Israël. C'est marqué que la mort des Sadikim expie les péchés d'Israël. Donc à nous faire une grande chouva. Et c'est clair que c'est très dur pour nous. Chaque fois que nous, on pensait que Mashiach viendrait, quand on imagine Mashiach, on ne peut pas le voir sans Reb Chaim Kanievski. On voit les deux ensemble. Qui va nous dire qui est le Mashiach? C'était évident, il y a Reb Chaim. Voilà, c'est lui, terminé. Ils auraient été copains, ils auraient un grand sourire Reb Chaim, ils auraient parlé ensemble. Maintenant, c'est fini. Il n'y a aucun rabbin, dernièrement, qui a autant attendu, en tout cas, parler de cela, que Mashiach venait sans cesse, il disait, voilà, cet été, Mashiach vient, après Pessah, Mashiach vient, etc. J'ai appris de lui, d'accord, beaucoup de gens critiquent, comme je dis, lui, il disait sans cesse, un beau jour, son gendre, ce qu'il a écrit, il ne faut pas croire ce que dit mon beau-père, il attend tellement Mashiach, donc il croit vraiment que ça arrivera. Donc c'est pas que forcément ça va arriver, et qu'après les gens seront déçus et on nous raconte des histoires. Alors il dit ça en tant qu'une espérance, comme nous disons, on dit qu'on se trompe toujours aussi, d'accord? Mais c'était un exemple à quel point il y avait cette espérance du Mashiach, et il est clair que maintenant il est parti pour amener Mashiach, à mon avis c'est comme ça, il va l'amener, à nous de faire une grande choix pour mériter que ça vienne Berachamim avec grande miséricorde, et il faut savoir qu'il est écrit que dans la Shirat à Azino, à la fin de la Torah, il y a un chant, d'accord, de malheur terrible. Et à la fin, c'est écrit Efes Atzur Vayar Ki Efes Atzur Ve'azuv. Le peuple d'Israël, il y aura Efes, zéro. Atzur, c'est quelqu'un qui tient le peuple. Aucun dirigeant, Azuv qui aide, aucun qui aide. Il n'y aura plus de grands de Torah. Aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus les grands qu'il y a eu pendant les 60 dernières. On avait le Chazonish, Chafetz Chaim, après le Chazonish, le Rav Ovadia, le Rav Ben Zion, le Stipler, le Rav Shach, d'accord, il restait le Rav Steinman, et après Reb Chaim. Maintenant, on n'a pas de remplaçant. On a des grands de Torah, c'est clair, des Talmidei Chachamim, mais personne n'arrive à leur niveau. On est des orphelins, on ne sait plus à qui demander, quoi demander. C'est un signe que le Mashiach il arrive, Bezrat Hashem. Alors faisons une grande tchouva. Si chacun de nous prend plus d'études de Torah, ça fera certainement beaucoup d'élévation d'âme au Rav lui-même. Et si on demandait qu'est-ce qu'il nous dirait, il disait toujours aux gens de l'étranger de venir en Israël. D'accord? Et maintenant il dit, alors il y a des Français qui sont venus, c'est très bien qu'ils sont venus maintenant qu'ils s'asseyent et qu'ils étudient. D'accord? C'est ce qu'il disait avec un grand sourire. Chez Yishvou et Medou, qu'ils s'asseyent et qu'ils étudient. Alors on va étudier Bezrat Hashem, et on va attendre que Mashiach vienne, avec la résurrection des morts qui vient avec Mashiach Bezrat Hashem, qu'on verra Reb Chaim proche du Mashiach. Amen, ve Amen.